Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est un témoignage inattendu que nous livre le professeur Jacques-Olivier Boudon dans un ouvrage qui vient de paraître chez Belin, Le plancher de Joachim, l'histoire retrouvée d'un village français. Et Franck Ferrand le reçoit aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Jacques-Olivier Boudon est plusieurs fois venu nous parler dans le passé de cette période napoléonienne dont il est un spécialiste. Il y aura bientôt 3 ans, c'est avec lui. Rappelez-vous que nous étions allés à Golfe-Juan pour évoquer le bicentenaire du débarquement de Napoléon en provenance de l'île d'Elbe. Au cours d'un autre voyage sur la route Napoléon, il a eu connaissance d'une découverte étonnante, les mémoires d'un simple menuisier écrit au revers des lattes d'un plancher au château de Picontal. Eh bien, c'est ce document peu commun qu'il est venu nous présenter aujourd'hui. Et Vanessa nous conduira ensuite dans les Hautes-Alpes au château de Picontal, justement. Ah, mais ça promet. À mon avis, quand vous aurez entendu ce que nous avons à vous dire, vous considérerez cette belle maison avec une curiosité redoublée. Le 20 juillet dernier, à la mi-journée, les coureurs du Tour de France sont passés au pied du château de Picontal. Magnifique demeure aux allures médiévales, aux tours majestueuses. Nous étions là dans les Hautes-Alpes, à quelques kilomètres d'Embrun, en surplomb du lac de Serre-Ponçon. Et dans mon commentaire pour la télévision, je me rappelle très bien avoir fait allusion à l'époque, mais allusion seulement, à l'étonnante histoire dont Picontal a été le cadre. Eh bien, cette histoire, la voici aujourd'hui dans ses détails. Au début des années 2000, les propriétaires du château font refaire un parquet. Et c'est lors des travaux qu'intervient la découverte. Sous les planches de ce fameux parquet, au dos des lames pour être précis, ils remarquent de mystérieuses inscriptions comme des phrases écrites au crayon noir, d'abord quelques-unes, puis d'autres et d'autres encore, et à mesure que se développe le chantier, ce sont des dizaines de textes qui se révèlent ainsi, 72 au total, pour environ 4000 mots, 72 messages griffonnés au revers d'un simple plancher. « Heureux mortel, tu me liras, je ne serai plus », a écrit leur auteur sur une des petites planches. Leur auteur, mais alors vous allez me dire, quel auteur ? La réponse figure assez discrètement, somme toute, sur une des lames de bois. C'est une signature 1880, Martin Joachim, du village Crotte, 38 ans. Joachim Martin ? Vous n'allez pas chercher bien loin. Cet homme n'est autre que le menuisier qui, à la fin du XIXe siècle, a été chargé des travaux de rénovation du château. Oui, il y a 130 ans ou presque, le menuisier qui refaisait ce plancher de Picontal a choisi l'envers des lames pour y inscrire le plus inattendu des journaux intimes, un journal qu'il a lui-même solidement cloué au sol, face cachée bien sûr. Sur ces planches, Joachim a noté ses réflexions, ses pensées, sans filtre, sans aucun tabou et pour cause. Il savait bien qu'il n'y avait pas le moindre risque pour qu'il puisse être lu de son vivant. 2009, c'est tout à fait par hasard que l'historien Jacques-Olivier Boudon, qui est avec nous cet après-midi dans ce studio, découvre à son tour ce témoignage fascinant à l'occasion d'une visite du beau château. Il décide aussitôt de se renseigner sur le contenu des confidences cachées de Joachim, et ce qu'il ne tarde pas à réaliser, c'est qu'à travers le témoignage exhumé de Picontal, c'est tout un village perdu qui est en train de renaître. Ces bribes permettent de reconstituer l'environnement quotidien mais aussi mental d'un menuisier, nous dit-il. Au-delà de Joachim Martin, c'est tout un village qui apparaît, voire un pays, la région d'Embrun. Joachim Martin est un homme du peuple, mais c'est surtout un homme qui a voulu transmettre un message à ses descendants. C'est en cela qu'il est passionnant, car il nous permet de retrouver un monde perdu. L'auteur s'adresse à nous, contemporains du XXIe siècle, et nous lance un défi. J'ai accepté de le relever, nous dit Jacques-Olivier Boudon. L'historien va convaincre les propriétaires du château de lui confier donc tout le matériau. Et le voilà, lui, le spécialiste de l'Empire et de l'épopée napoléonienne, qui se lance dans cette aventure pour le moins inattendue. D'abord, il va falloir reconstituer le puzzle, rétablir l'ordre dans lequel les phrases ont été écrites pour leur rendre leur logique, parce que évidemment le plancher en question ne recelait pas un texte dans toute sa continuité. Il fallait le reconstituer, ce texte. Ensuite, il va falloir tâcher d'en apprendre davantage sur le mystérieux menuisier, se plonger dans son âme pour saisir le message qu'il a voulu nous transmettre, nous dit M. Boudon. À travers l'histoire de cet homme, derrière ses angoisses et ses préoccupations,
c'est l'histoire oubliée de tout un petit pan de société qui se met à revivre, avec ses bouleversements, avec aussi ses secrets les plus enfouis. Enfin, et c'est bien là une démarche d'historien, viendra le temps de recouper les éléments transmis avec tout ce que peuvent nous livrer les archives de l'époque. Grâce aux indices laissés par le menuisier, Jacques-Olivier Boudon parvient à le localiser dans les registres d'état civil. Joachim Martin est né en avril 1842, dans ce village des Crottes où il a demeuré toute sa vie. Oui, le nom est pas très flatteur. Pas très poète. Non, ça renvoie à la présence de grottes dans les montagnes en vérité. Village aux petites ruelles étroites, il faut imaginer ça, à l'ombre des montagnes. À l'époque qui nous intéresse, dans les années 80, 1880, ça fait à peu près 1300 habitants. Joachim est le fils d'un menuisier et ouvrier de briqueterie qui descend lui-même d'une famille de cultivateurs. Sa mère, couturière, fille de potier. Vous voyez, on est vraiment dans le peuple. Joachim débute très tôt comme menuisier chez le maire du village, monsieur Berthe. J'ai commencé en 1858, âgé de 15 ans, à travailler pour monsieur Berthe, père, qui m'a fait faire quelques meubles et palissades, peut-on lire sur une des planches. Joachim confie à son ami lecteur, c'est ainsi qu'il s'adresse à nous, avoir beaucoup profité, bu, joui dans sa jeunesse. Il évoque avec nostalgie cette période où il écumait les bals de la région et les fêtes villageoises en jouant du violon et en courtisant maintes jeunes filles. Pour moi, je me languis sur cette terre, hélas, où j'ai passé de si beaux jours, comme le plus fort ménétrier violon. De Gap à Briançon, on te parlera de moi. Il écrit encore « Heureux mortel, sois plus sage que moi, de 15 ans à 25 ne vivant que d'amour et d'eau de vie, faisant peu et dépensant beaucoup, ménétrier que j'étais. » Quel style! Il y a quelque chose de bien spécifique et de bien particulier dans cette confidence qui nous est délivrée à travers les siècles. Cette jeunesse heureuse de Joachim correspond au cœur du Second Empire, à une période de relative prospérité pour les campagnes. En 1870, alors que l'armée française est défaite à Sedan, vous savez, et que naît la Troisième République, que va naître, devrais-je dire, Joachim épouse une jeune femme de meilleures conditions que lui. Il précise sur les fameuses planches qu'elle était vierge, et il note également que, je le cite, « Ce mariage d'inclination ne me porta aucun bonheur, car ses parents furent toujours mes ennemis. » Ami lecteur, dit-il, quand tu prendras femme, demande-lui son instruction et non pas d'argent pour dot. Le couple n'en aura pas moins 4 enfants. C'est tout de même inouï, l'âme de parquet après l'âme de parquet, de lever ainsi le voile sur toute une existence anonyme entre toutes. On me reproche parfois de ne parler ici que de rois, de reines, de généraux, d'empereurs et de grands artistes. Eh bien, vous avouerez qu'aujourd'hui, nous sommes assez loin de tout ça. Au moment où Joachim entreprend donc la réfection du plancher de Picontal, il a 38 ans. Il s'est fait engager en 1880 par le propriétaire du château, Joseph Roman, qu'il décrit comme un homme gentil mais efféminé, impuissant même, incapable d'aborder une femme. Je le cite encore. « Monsieur Roman n'est pas méchant, mais il a tant soit peu conservé une forte dose de verbe féminine. Gentil garçon aimant les jolies femmes et ne les touchant pas, se mêlant un peu de tous les procès. » On a l'impression de le voir, le roman en question. Autre temps, autre mœurs, notre menuisier œuvre toute la journée de 5 heures du matin à 8 heures du soir et on peut dire que c'est seulement pendant ses pauses qu'il a le temps de griffonner des confidences au dos des lames de parquet. 5 heures. Je viens de manger un morceau de cochon qui vaut 1 franc 10 la livre et un verre d'eau sucrée. Voilà mon existence. Toujours seul au château, je m'ennuie. D'ailleurs, est-ce que ça n'est pas cet ennui qui le pousse à écrire? C'est bien possible, j'allais dire, qui le pousse à nous écrire. Écoutons-le encore. « Mon histoire est courte et sincère et franche, car nul que toi ne verra mon écriture. C'est une consolation pour s'obliger d'être lu. » Il veut indéniablement laisser une trace de son passage sur terre, ce Joachim. Mais quel message, quel secret veut-il donc adresser à ceux qui découvriront son legs? Jacques-Olivier Boudon pose la question. À quoi peut-il penser? Quel secret veut-il dérober à ses contemporains? Pourquoi ne pas en effet tenir un journal en bonne et due forme? Ses propos révèlent un homme soucieux de ne pas emporter dans la tombe les secrets qu'il porte en lui, mais en même temps trop craintif pour affronter la société villageoise qu'il décrit avec tant de sagacité. Il faut dire que, question secret, vous allez voir ça bientôt, nous allons être servis.
Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors vous nous parlez cet après-midi, Franck, d'un témoignage très intéressant sur la société villageoise du 19e siècle. C'est l'histoire d'un menuisier qui a écrit ses confessions au dos des planches du parquet qu'il refaisait dans un château. Le château, c'est le château de Picontal. Nous sommes dans les Hautes-Alpes. On va le visiter tout à l'heure avec Vanessa, bien sûr. Avec grand plaisir, mais je me pose quand même une question. Cette émission est passionnante, mais est-ce que la découverte de ce genre de témoignage est fréquente ? Alors oui et non, les témoignages surgis du passé ne sont pas si rares. Seulement, en général, il s'agit de textes assez convenus, voire carrément bateaux, disons-le. Ce qu'il y a de fantastique ici, au-delà du support pour le moins astucieux et original choisi par notre mémorialiste improvisé, c'est la franche crudité des confidences qui nous sont faites. Et de la part d'un homme du peuple, une personne de toute petite condition, bien sûr que la fin du 19e siècle nous a livré, au-delà des grandes œuvres littéraires, d'innombrables journaux intimes, mémoires, etc., mais rarement de gens du peuple et jamais empreints de cette vérité. La liberté de parole de Joachim Martin est d'autant plus grande qu'elle était protégée par les pointes qui scellaient son parquet. Il savait bien que ce plancher durerait au bas mot une centaine d'années avant d'être changé, ce qui lui a permis de se livrer sans aucun tabou. Et c'est ça qu'il y a de formidable. Alors, pénétrons, si vous le voulez, tranquillement dans la vie quotidienne des gens des années 1880. Joachim commence par insister sur la dureté de ses conditions de travail, on l'a vu. Il œuvre seul, dans de grandes pièces du château, sans aide ni apprenti. Ainsi, si tu veux bien faire le travail, fais-toi bien payer, dit-il. Ne fais pas comme moi, à 0 francs 60 le mètre de façon. Mètre carré, bien entendu. Ou encore, 22 ans de travail et pas un sou à la poche. Il maudit le faible pouvoir d'achat d'un ouvrier comme lui. Dans le pays, tout est cher. Le travail est pas payé, dit-il. Ami, je viens de dîner, 2 assiettées de soupe. Dieu, quel dîner! Il ne manque pas d'ironie envers lui-même. Il se plaint de la pénurie de denrées de première nécessité qu'il impute aux ouvriers qui travaillent pour le chemin de fer. Les employés du chemin de fer avalent tout, sans compter la centrale, note-t-il. Ainsi, Joachim est le témoin direct d'un monde rural en pleine mutation, bouleversé comme ça par l'arrivée du chemin de fer. Les campagnes sont en train de se moderniser, le rail est en train de tout gagner comme une menace pour l'équilibre de la région. Des grandes pétitions ont été faites par les Embrunais pour avoir la gare à Embrun. La compagnie voulait la faire passer sur notre digue de la Durance. C'est un malheur pour les propriétaires du village. 4 août 1881. Génial. Ah, mais c'est qu'à chaque fois on a la date. Alors où on commence, si je ne m'abuse, à faire un peu de politique quand même. Joachim chronique les changements de maire, les élections municipales. Il décrit le maire Lagier comme gros et sot et son adjoint Casimir Gras comme avare et jaloux. Il se montre très sévère vis-à-vis des membres du conseil municipal élus. Ignorance complète, sur 7 conseillers, il n'y en a pas 4 qui savent lire, dit-il. Il dénonce la mauvaise gestion de l'ancien maire Philippe, un homme brut et voleur des fonds de la commune. La commune a fait un emprunt qui passe par les mains du maire Philippe et nous serons ruinés, 25 000 je crois. Malheur, nous n'aurons que les sous et les pièces seront pour eux. Et sur une autre planche, il écrit « Le maire Philippe empoche l'argent, le cochon ». Il s'intéresse de très près, par ailleurs, aux actions des Républicains. Il évoque la politique anticléricale de l'époque qui est en train de s'amorcer et qu'il soutient. La République a fait de belles choses en 1880, écrit-il. Janvier-février a fait fermer 200 couvents, diminuer les curés et évêques d'un tiers, a prohibé les croix au cimetière et honneurs fantasques. Les religieuses ont été retirées des écoles publiques. 1000 services militaires à 40 mois de présence au corps augmenté, des pensions militaires, augmenter les gradés, 4 milliards qu'elle a dépensé en France pour les écoles publiques. Ce qui s'entend ici, disons-le, c'est en quelque sorte l'enracinement de la République dans les campagnes. Ça n'a pas été si facile, vous savez, pour le nouveau régime d'être admis par la population rurale. Aussi la rupture avec la tradition, la prise de distance vis-à-vis de la religion. Joachim lui-même dénonce le curé du village qui, selon lui, s'immiscerait trop dans la vie intime de ses ouailles, en posant des questions très crues aux paroissiennes qui viennent le voir au confessionnal. Le clergé traque tout moyen engagé pour éviter la procréation. À propos du curé du village, Joachim écrit « Je lui trouve un grand défaut de trop s'occuper des ménages, de la manière que l'on baise sa femme. Combien de fois par mois, comment? Enfin, je ne sais combien de choses qu'il a demandé et défendu à toutes les femmes du quartier. De quel droit, misérable, qu'on le pende ce cochon ?» Vous en rendez compte? Le maire, le curé. On parlait de déchristianisation, là vous l'avez sous les yeux. Et voici que le texte au dos des planches aborde maintenant les mœurs les plus cachées des contemporains. Je cite Jacques-Olivier Boudon. «
Sachant qu'il ne sera pas lu avant sa mort, Joachim n'hésite pas à livrer ses pensées sur des sujets dont on peut penser qu'il ne parle jamais avec ses contemporains. La manière dont les Français du peuple vivent leur sexualité reste un sujet méconnu. Les témoignages directs sont rares, signe que dans une société encore dominée par l'Église, le sexe reste une question taboue, d'où l'intérêt des remarques de Joachim. Il travaille à l'intérieur des maisons, lui, comme menuisier. Il a un aperçu privilégié des pratiques les plus intimes. Il s'infiltre là où aucun observateur plus officiel n'aurait imaginé de s'aventurer, et tout ce qu'il a observé, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a compris et retenu, il nous le livre. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur d'une histoire cet après-midi plus que passionnante. L'histoire de ce menuisier, Joachim, qui est en train de changer le parquet du château Picontal. Et derrière chaque lame, il écrit ses mémoires. Et c'est passionnant. Oui, alors il s'intéresse notamment à la sexualité des villageois. Je sais que c'est ce que vous attendez. Bah oui, évidemment. voilà, c'est là que je voulais en venir. Et évidemment, il soupçonne un abbé du village d'aimer un peu trop ses paroissiennes. M'a l'air d'un gai luron de ce qu'il est faisant de grande révérence aux femmes, mais les pauvres Marie Cocu sont obligés de se taire parce qu'il est médecin, dit-il. Sur une des planches, il évoque un homme qui intrigue tout le village, un certain Michel qui, semblerait-il, est atteint d'un déséquilibre hormonal. Le cadet Michel donc de Picontal, avait la triste passion de se faire téter le nœud ou les tétons car il en avait comme une fille et beaucoup de lait, écrit-il. Il lui arrivait assez souvent de téter ses camarades et de faire minette aux filles d'une dizaine d'années. Autrement dit, là on parle carrément de pédophilie, ça n'a pas été pénalisé du tout à l'époque, est-ce que j'ai besoin de vous le dire? On ne retrouve aucune trace de tout ce qu'il évoque là dans les annales judiciaires. Par ailleurs, Joachim Martin a été particulièrement traumatisé par un fait divers dont il a été témoin 12 ans plus tôt et qu'il ne manque pas d'évoquer sur ses planches. À la veille de son mariage, il a assisté à un accouchement clandestin suivi d'un infanticide commis par le père de l'enfant. Et à l'époque, c'était pas si rare. Je le cite. En 1868, je passais à minuit devant la porte d'une écurie, j'entendis des gémissements. C'était la concubine d'un de mes grands camarades qu'elle accouchait. Ils ont vécu 10 à 11 ans. Alors là, il y a un mot illisible de cochon. Pauvre Hortense, si belle à 18 ans, te v'là vieillie dans le chagrin par ce maudit Benjamin. Ce Benjamin, dont je t'ai le nom de famille parce que moi je n'écris pas au dos d'un plancher cloué. Cet homme coupable d'infanticide est un ami d'enfance de Joachim. Le menuisier le désigne comme un véritable criminel et il le compare d'ailleurs aux grands assassins qui à l'époque ont défrayé la chronique judiciaire. Il note même que l'homme en question ne cesse de convoiter sa propre femme. Il a essayé plusieurs fois de brouiller notre ménage et pourtant je n'avais qu'à dire un mot et allonger le doigt droit à l'écurie tout en détention. Eh bien non, c'est mon ami d'enfance, je ne le ferai pas, sa mère est la maîtresse de mon père. Allons bon, a-t-on envie d'ajouter. Le menuisier sait toutefois qu'il ne peut pas perdre trop de temps à écrire parce qu'il est payé à la tâche, bien sûr. Monsieur Roman va arriver de Briançon, va me gronder de voir que je n'ai pas fini le plancher, écrit-il sur une des planches, justement. Et voici le dernier texte, sans aucun doute, adressé à l'ami lecteur. Autrement dit, à vous, Anissa. À nous, ouais. Je ne te dis pas autre chose. Je vais à Embrun acheter un cochon qui sont très chers cette année. Conserve-toi et songe qu'un jour tu feras comme moi. Tu iras à la maison des frères où je repose. J'ai garni le tombeau de Monsieur Berthe et je vais rejoindre mon travail pour n'être plus de ce monde que je quitte volontiers. Pourtant, il y a de plus malheureux qui existent. Pourquoi me plaindre ? Joachim Martin continuera à aller travailler au château de Picontal jusqu'au début des années 90 et il mourra en 1897 à 55 ans. À ce jour, tous les parquets du château n'ont pas encore été repris et il est peut-être possible qu'il y ait d'autres écrits dans d'autres pièces. Dans quelle mesure leur auteur n'a-t-il pas usé de la même pratique sur les autres chantiers qui lui ont été confiés au cours de sa carrière, se demande Jacques-Olivier Boudon, qui ajoute « Ce matériau est sans doute la face émergée de traces plus nombreuses ». Combien des vicissitudes de cette fin de XIXe siècle dorment-elles donc encore, ironiques et silencieuses, au revers des parquets de Picontal ? Bonjour Jacques-Olivier Boudon. Bonjour. Merci d'arriver avec cette belle manne dans vos valises, si je puis dire. Vous publiez l'ouvrage sous le titre « Le plancher de Joachim, l'histoire retrouvée d'un village français ». Non seulement l'histoire retrouvée, mais l'histoire complète, c'est-à-dire qu'on a tous les aspects de cette histoire dans le témoignage de cet ouvrier. Il parle de tout, en effet, comme vous l'avez rappelé, il parle de sa vie quotidienne, il parle beaucoup de ses concitoyens, il est très attentif à ce qui se passe dans le village. Il a aussi une vision historique
ce qui est tout à fait étonnant pour un personnage comme cela. Il resitue le village dans son histoire, on sent même en arrière-plan les guerres de religion revivre. Il évoque la Révolution française, accessoirement, au détour d'une phrase. Bref, il y a chez ce personnage quelque chose d'exceptionnel qui le distingue incontestablement des autres villageois du village des Crottes, puisque c'est ainsi que se nommait le village à l'époque. Un personnage exceptionnel qui sait, en écrivant sous les parquets, qu'il va sortir de l'anonymat si quelqu'un un jour le lit. Vous pensez qu'il y a cette volonté de postérité chez lui, la volonté de revivre à travers les lecteurs qui un jour donneront du sens à ses écrits ? C'est incontestable, d'abord parce qu'il signe, à plusieurs reprises il indique son nom, parce qu'il date, parce qu'il fait référence aussi aux recherches qu'il a pu conduire pour vérifier si ses prédécesseurs, menuisiers avant lui, avaient tracé des signes sous les parquets ou dans différents endroits du château, et il ne trouve pas de traces d'histoire, écrit-il. Donc il y a cette volonté de s'inscrire dans l'histoire, de laisser un message qui est tout à fait étonnant. Et petit détail que j'apporte supplémentaire au livre, je suis retourné au château de Picontal la semaine dernière pour faire une conférence de lancement et j'ai revisité le grenier. Oui. Et sur une des poutres du grenier, j'ai retrouvé l'inscription, la signature, non pas de Joachim, mais de son fils Casimir, Martin Casimir, qui est menuisier comme lui et qui l'a en quelque sorte imité. Mais il est vrai que les menuisiers ont l'habitude de signer les meubles qu'ils fabriquent. Signer certes, mais ce qui serait amusant, c'est de voir que le fils de Joachim a écrit à son tour des mémoires. Alors là, ça nous amènerait plutôt au début du XXe siècle, dans l'entre-deux-guerres, sans doute au moment de la guerre de 14. Ce serait passionnant. Jusqu'à la guerre de 14, puisqu'ensuite il est devenu employé dans les chemins de fer. Mais son autre fils, qui lui est resté menuisier au village, a peut-être pratiqué aussi cette façon d'écrire sous les planches. Au-delà de l'anecdote, superbe anecdote, essayons de voir maintenant ce que tout cela nous apprend sur la vie de nos ancêtres il y a un siècle et demi. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck Ferrand, cet après-midi sur Europe 1, vous nous proposez de plonger au cœur de l'histoire du quotidien des ouvriers et des habitants d'un village des Alpes, des Hautes-Alpes. Et nous découvrons ce quotidien grâce au livre de Jacques-Olivier Boudon. Il est professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-Sorbonne, où il dirige le centre d'histoire du 19e siècle. Le plancher de Joachim, l'histoire retrouvée d'un village français, un livre à dévorer aux éditions Belin. Et vous disiez pendant l'interruption, Anissa, que si vous étiez propriétaire de Picontal, vous feriez déclouer tous les planchers. Tous les planchers. Il y a des chances pour qu'il y ait d'autres témoignages de Joachim sous d'autres planchers du château ? C'est très probable, puisque les contes du châtelain Joseph Roman, qui existent aux archives départementales des Hautes-Alpes, montrent que le menuisier a travaillé continuellement pendant toute la décennie 80. Donc il est fort probable qu'il a écrit sous les autres parquets. Les chambres n'ont pas été refaites, la région est très sèche et le parquet est encore en très bon état, mais j'y crois avoir convaincu les propriétaires de faire au moins quelques sondages pour vérifier ce qu'il y a sous les planches. Est-ce qu'au départ, c'est vous qui les avez convaincus ou eux qui vous ont convaincus ? Comment est-ce que ça s'est passé, cette découverte, vous concernant, Jacques-Olivier Boudon ? Alors, en ce qui me concerne, j'arrive dans le château en 2009, je remonte la route Napoléon et j'assiste à un petit spectacle qui met en scène les écrits de Joachim qui sont lus par Roger. Un spectacle d'été, c'est ça ? Un spectacle d'été dans le château qui est donné régulièrement. Les textes sont lus par Roger Cézanne, qui joue le rôle du menuisier, qui est lui-même historien du village, ancien secrétaire de mairie, et qui est celui qui a transcrit le premier les textes, parce que comme historien du village, on l'a sollicité. Ils sont bien lisibles, les textes ? À quelle forme ça prend ? Alors, ce sont des textes qui sont écrits au crayon noir, le crayon du menuisier, celui qu'il a toujours en main pour faire des marques. Ils sont écrits soit sous les lattes elles-mêmes, soit sur des chutes de bois, qui ont sans doute été glissées au moment où il finissait le parquet. Tous les ourdis, en fait, comme on faisait, oui. Et en fait, c'est une voûte du château qui menaçait de s'effondrer lorsque les propriétaires ont acheté le château, qui a été démoli, et c'est au cours de cette démolition qu'on a retrouvé ces parquets, mais comme on le disait, tous les parquets n'ont pas été refaits. Est-ce que à l'époque où tout a été démonté, le texte était dans un ordre bien établi, ou est-ce que d'emblée il était aléatoire ? Il est aléatoire, et les indications que je donne sont reprises de la numérotation
documentation qui a été proposée par Roger Cézanne, que j'ai conservée, mais ça n'est pas du tout l'ordre dans lequel les planches ont été écrites. Ce que j'ai fait dans le livre, c'est d'essayer de réunir entre elles les phrases. Oui, donner une cohérence à tout ça, bien sûr. Je dois vous dire que quand j'ai pris possession de ce matériau en 2009, j'étais un peu perdu parce que d'abord je ne connais pas du tout le village, je ne suis pas du tout originaire de cette région. Donc les propriétaires vous confient le matériau pour que vous l'étudiez. Oui, et donc je commence à remonter les fils, à d'abord identifier tous les personnages, ce qui n'allait pas de soi au départ, y compris le menuisier et sa famille. Et j'ai d'ailleurs découvert très récemment, 7 ans après, que sa mère était d'origine protestante, ce qui peut expliquer un certain nombre de choses, en particulier contre les curés, etc. Contre le curé, d'autant plus que vous évoquiez sa volonté de chasser le curé. Il signe une pétition que j'ai retrouvée par ailleurs, où les pétitionnaires, les paroissiens, certains paroissiens demandent le remplacement du curé par un pasteur protestant. Comme par hasard. Donc voilà. on voit comment il y a ces origines qui ont sans doute joué. Oui, donc cette histoire, elle commence en 2009. Je décrypte tout ce que je peux décrypter. Beaucoup par Internet, on évoquait les réseaux sociaux, mais la numérisation des archives a été fondamentale pour ce travail d'historien. Sans cette numérisation de l'état civil, par exemple, je n'aurais pas pu travailler comme je l'ai fait. Pardon pour ma curiosité, peut-être un peu trop pratique, mais c'est écrit, c'est facile à lire, c'est facile à déchiffrer ce qui est écrit ? Je me suis d'abord appuyé sur la transcription qui en avait été faite par Roger Cézanne. J'ai ensuite j'ai collationné, comme on dit, l'ensemble des textes. J'ai pu corriger ici ou là. Il y a pas mal de fautes, bien sûr. Il y a quelques fautes. Oui. Il écrit assez bien. Il écrit vite. C'est la forme du tweet, d'une certaine manière. Ça, ouais. Donc il écrit vite, on sent qu'il a peur d'être surpris, soit par le châtelain, soit par peut-être un domestique. Donc il y a une certaine fébrilité qui explique sans doute un certain nombre de fautes, et en même temps, parfois il a un style qui est tout à fait étonnant, presque littéraire. Un vrai style au sens propre, c'est-à-dire que ça lui est tout à fait propre en fait, et on reconnaît son écriture, c'est assez étonnant. Il n'était pas si fréquent qu'un ouvrier, charpentier ou menuisier à l'époque écrivent comme ça couramment. Les menuisiers écrivent volontiers parce qu'ils ont l'habitude d'avoir un crayon à la main et qu'ils sont obligés, parce que lui, il est obligé de tenir ses comptes, donc il est nécessairement où il y a encore alphabétisé. Un relatif illettrisme alors qu'il n'est pas... Oui, mais on est dans un département, les Hautes-Alpes, qui est en pointe dans l'alphabétisation. C'est un département qui fournit beaucoup d'instituteurs avant la République des Républicains à l'ensemble de la France. Et en même temps, on s'aperçoit qu'il est très critique à l'égard de ceux qui n'ont pas d'instruction. Sa femme, dont il dit qu'il aurait préféré qu'elle ait de l'instruction plutôt qu'une dot, les conseillers municipaux également qualifiés d'illettrés, ce qui est sans doute exagéré, mais ce qui montre que Joachim est très attentif à la culture et que lui-même possède cette culture. Alors pardon, parce que mes questions de curieux nous ont fait perdre du temps. Nous n'avons pas évoqué pour l'instant les conclusions qu'on peut tirer de tout ce que nous raconte ce Joachim. Nous y venons dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire de Joachim, ce menuisier qui a déposé ses mémoires au crayon derrière des lames de parquet, celles du château de Picontal que nous irons visiter dans un instant d'ailleurs. Vous recevez Franck Ferrand, Jacques-Olivier Boudon. Il est professeur d'histoire contemporaine à Paris-Sorbonne et il est l'auteur du Plancher de Joachim, l'histoire retrouvée d'un village français, paru chez Belin. Et d'ailleurs sur Twitter, on nous dit, c'est Mouj qui signe ce tweet. À notre époque, avec Internet, on ne peut pas laisser ses mémoires de manière aussi insolite et c'est bien dommage. Pourquoi pas, rien ne vous empêche d'aller écrire au dos du parquet, même si c'est un parquet flottant, il y a peu de chances qu'il dure un siècle, c'est ça la question. Il vaut mieux qu'il soit cloué quand même, je trouve que c'est plus prudent. Alors justement, tout ce qui apparaît dans le texte de Joachim, c'est tout un petit monde. Il y a les figures, il y a Joseph, comment s'appelle-t-il, Joseph Roman qui est le châtelain, il y a le curé dont on a déjà pas mal parlé, le maire qui en prend pour son grade, Monsieur Philippe, c'est pas son ami en fait. C'est à la fois son ami d'enfance, mais apparemment son rival, et il lui reproche d'être très anticlérical. Alors lui il est à sa manière, mais il trouve que le maire l'est un peu trop. Oui, il y a des figures, et puis il y a les voisins, il y a le fermier de la ferme du château qui se trouve en contrebas du château, il en observe les mœurs, il décrit ce ménage à trois qui va se constituer. Il est très attentif à tout ce qui se passe en effet dans le village, et puis il est surtout très attentif à ce qui se passe dans son époque, aux mutations, à la fois sociales,
économique avec l'arrivée du chemin de fer qui va bouleverser la région, qui est une région pauvre, une région qui vit essentiellement de l'agriculture, avec un complément de revenus l'été, avec les alpages qui permettent de nourrir du bétail que l'on va revendre à l'automne, mais fondamentalement, c'est une région relativement pauvre qui... Le chemin de fer est arrivé 25 ans plus tôt dans toutes les grandes régions de plaine, sauf que là, en montagne, ça a mis un petit peu plus de temps. Ça a mis un peu plus de temps, et le chemin de fer va avoir une double conséquence que visiblement Joachim pressent, c'est-à-dire accélérer l'exode rural qui est déjà important. Beaucoup des habitants de la région s'en vont en direction de Marseille, en particulier avec une spécialité. Ils sont charcutiers à Marseille, ils ont un quasi-monopole de ce métier. Oui. Certains vont même... La salaison et de la charcuterie. Tout à fait. Il y a d'ailleurs un musée de la charcuterie au village de Crau. Certains vont même jusqu'aux Amériques, États-Unis. Parce que le village a été rebaptisé depuis. Au début des années 1970, le maire a considéré que Crotte était compliqué à vivre. Et donc c'est désormais le village de Crau. Mutation dans l'autre sens, c'est-à-dire que le chemin de fer va permettre d'apporter des denrées alimentaires, des matériaux. On le voit d'ailleurs avec Joachim qui travaille du bois qui vient du Havre, probablement des forêts canadiennes. Sinon, pour l'essentiel, il travaille le bois de la région puisqu'on est entouré de forêts et c'est le mélèze qui lui sert de support pour monter les parquets. Mutations politiques, on les a évoquées avec l'arrivée de ce que l'on appelle la République des Républicains qui s'est installée à partir de 1879. Quelle est la différence avec la République précédente, si l'on peut dire ? Alors, on considère que à partir de 1879, quand toutes les institutions sont aux mains des républicains affirmés, les Ferry, les Gambetta, on a affaire à la République des Républicains qui va mettre en place le programme des Républicains, en particulier la laïcisation qu'il évoque, avec la laïcisation en particulier de l'école, la lutte contre les congrégations religieuses. Et puis, ce programme républicain qui est très caractéristique des républicains opportunistes, la colonisation, dont il se fait également l'écho en montrant qu'il y est favorable, c'est le moment où la France conquiert la Tunisie, il y fait allusion sous les parquets. Donc on a un personnage qui est très représentatif de ces courants politiques, de cette idéologie des républicains de gouvernement de l'époque. Jusqu'où lit-il le journal et sait-il ce qui se passe par ailleurs dans le pays ou ailleurs ? Ce qu'il dit de la politique montre qu'il lit le journal, vraisemblablement. Ce qu'il dit aussi des affaires, des faits divers. Il évoque des faits divers qui remontent au début des années 60, l'affaire Dumollard. Grandes affaires du Second Empire. Voilà, cet homme qui tuait des domestiques après les avoir violés, volés et qui les enterrait. Il évoque l'affaire Troppmann, plus connue à la fin du Second Empire. Il évoque l'affaire Vitalis, qui est plus récente à Marseille, où un jeune homme et sa concubine ont tué la mère de cette dernière. Tout cela en référence à l'infanticide qu'il décrit, parce qu'il compare son camarade d'enfance coupable à ses yeux d'infanticide à ces grands scélérats criminels qu'il nomme directement. Justement, est-ce que la révélation d'un certain nombre de grands tabous, de choses qui normalement restent sous le boisseau, qui deviennent des secrets de famille et que l'on tait à cette époque ou dans d'autres, est-ce que cette révélation n'est pas la motivation foncière, psychologique et essentielle de notre mémorialiste? Est-ce qu'il n'a pas besoin de dire ces choses ? Il a besoin de s'exprimer et je pense que le fait le plus marquant, c'est celui qu'on a évoqué, c'est cet infanticide. Un infanticide qui, si l'on le croit, s'est démultiplié. Il en dénombre 4, ce qui est énorme. Ça n'est pas inhabituel à l'époque. Il veut dénoncer, mais il ne veut pas aller en justice. Et donc, il utilise les parquets, l'écriture, pour se libérer en quelque sorte. Et je suis persuadé que cette libération a eu pour effet de le conduire ensuite à prendre la plume plus directement, puisque j'ai retrouvé, j'y ai fait allusion, une pétition qu'il co-signe avec d'autres paroissiens, mais il est le deuxième à la signer, derrière d'ailleurs l'ancien maire. Il écrit au préfet une très longue lettre que je retranscris à la fin du livre, dans laquelle il dénonce à nouveau le curé qu'il veut chasser du village pour ses mœurs, mais aussi pour les mauvais soins qu'il aurait donnés aux paroissiens. Il est médecin, mais c'est un médecin qui soigne mal, et il l'accuse d'avoir tué les gens, d'avoir tué son père, son frère, d'être à l'origine de la mutilation de sa sœur et de la mutilation de son fils qui a perdu un œil. Et la photo qui figure dans le cahier d'illustration de ce fils Jean-Baptiste dans les années 60 confirme qu'il était borgne. Il était borgne, incontestablement. C'était d'ailleurs son surnom, Jean-Baptiste Le Borgne. C'est une vie bien rude
qui transparaît à travers ce témoignage. Rude sur la condition de travail, et pourtant il est menuisier dans un château. Il ne travaille pas dans une grande usine ou à la mine, hein, mais conditions de travail difficiles, conditions sociales très complexes, dureté de la vie, maladie et mort omniprésente. C'est ce qui ressort de tout ça quand même. Et pourtant, nous ne sommes que dans les années 1880, il n'y a pas si longtemps que ça. La mort étant omniprésente, il a eu 7 frères et sœurs, et quand il écrit, une seule a survécu. La vie est dure, en même temps, il fait état des plaisirs. En même temps, la vie est belle, oui, voilà, c'est ça. Des plaisirs qu'il a pu connaître, notamment dans sa jeunesse. Et sans doute y a-t-il une nostalgie. Dit-il. Sans doute y a-t-il une nostalgie de cette jeunesse, de ce temps où il courtisait les jeunes femmes. Et son approche de la sexualité est sans doute liée aussi à cela, une misère sexuelle que l'on peut conclure de ce qu'il dit ou ne dit pas de sa femme, et cette évocation de ces femmes qu'il a pu courtiser dans sa jeunesse. Il fait même allusion à la femme du conseiller municipal, de l'adjoint au maire, le fameux Gras que vous évoquiez, dont il rappelle qu'il a été son amant lorsqu'elle n'était pas mariée. Est-ce que ce témoignage peut être généralisé ? Est-ce qu'il y a une extrapolation possible ? Est-ce qu'il s'agit simplement du témoignage très circonscrit à une époque, les années 1880, et à une région, les Hautes-Alpes ? Ou est-ce que c'est un peu de la mémoire du 19e siècle en général qui transparaît à travers le récit de Joachim ? Son récit pourrait être écrit par d'autres artisans à travers la France, incontestablement. Finalement, il est très peu en prise avec une histoire qui serait une histoire strictement locale. C'est l'histoire d'une communauté, mais ça pourrait être une communauté villageoise qu'on retrouverait en Bretagne, en Normandie, en Picardie ou dans les Pyrénées. Je pense en tout cas que ce témoignage est tout à fait représentatif de l'histoire rurale, d'une communauté rurale dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Une communauté rurale, encore une fois, qui est face à des mutations très importantes. Merci beaucoup Jacques-Olivier Boudon. Votre ouvrage, publié chez Belin, s'intitule « Le plancher de Joachim », avec sur ce bandeau l'apostrophe de Joachim Martin à nous autres. « Heureux mortel, quand tu me liras, je ne serai plus ». Dans un instant, nous entendrons une lointaine descendante de Joachim, Lorena Martin, qui viendra nous parler. Avant cela, Vanessa va nous faire découvrir le beau château de Picontal. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire du village du château de Picontal cet après-midi, et justement, nous allons visiter et le village et le château. Nous allons dans les Hautes-Alpes avec Vanessa Za, qui est chroniqueuse tourisme culturel et patrimoine sur Europe 1 et que vous retrouvez tous les samedis et dimanches matins aux côtés de Wendy Bouchard dans Europe 1 Week-end. Je me disais, chère Vanessa, que vous auriez dû venir avant finalement pour nous expliquer, pour nous planter le décor. Alors, superbe château de Picontal. Superbe château. On est à 800 mètres d'altitude, donc on est dans les Hautes-Alpes, on est dans le parc national des Écrins. Donc une incroyable vue sur la retenue de Serponçon. Voilà, le lac de Serponçon avec ses couleurs un peu bleu azur. Et puis vous êtes dans une végétation, dans un immense jardin. Donc on reparlera tout à l'heure, avec un étang, puis avec des fontaines. Et puis là, donc quand vous arrivez, devant vous donc surgit un château qui est flanqué en fait de 4 poivrières. Hein. Vous savez, ce sont ces donjons pointus là, oui. Avec des toits en ardoise. Le jardin, lui, est dans un esprit très 18e siècle. Et puis quand vous poussez les portes de la demeure, c'est une plongée dans le 19e pour revivre cette histoire en fait. Pour le coup, on est chez Joseph Roman. On est chez Joseph Roman, donc d'Ama, et sa femme Isabelle, qui va avoir aussi une importance. Mais il faut savoir ce qui est aussi intéressant à travers ce château, c'est que c'est un château qui a traversé l'histoire. L'histoire, en fait, il représente tout le patrimoine alpin de cet endroit qui est au carrefour de l'Italie et de la Provence. Et donc, il y a des traces finalement qui remontent au Moyen-Âge, puisque le château, au départ, c'était tout simplement en fait une tour de guet qui était en bois vers l'an 1000, qui s'est transformée petit à petit en pierre, puis en un château un peu plus austère, pour finir au 19e par cette très belle demeure que le couple en fait roman donc d'Ama va complètement restaurer. Ce sont toujours les romans aujourd'hui? Non, plus maintenant. En 97 en fait la maison a été vendue et c'est un autre couple. On peut faire un parallèle d'ailleurs entre les romans d'Ama et ce couple qui sont Sharon et Jacques Généreux, qui mettent toute leur passion, qui ont mis toute leur passion à restaurer cette maison. Généreux.
Heureux. Peureux, excusez-moi, désolé. Et donc, peureux, et il n'était pas peureux justement pour se remettre justement dans les travaux qui ont été quand même des travaux extrêmement importants. Ils ont essayé de reconstituer toute l'atmosphère donc de la famille Roman d'Amas. Il faut savoir que la chapelle qui existe dans une des tours n'a pas bougé d'un poil. Il s'avère que c'est Isabelle, la femme de Joseph, qui avait elle-même repeint en fait cette chapelle donc Saint-Louis. Elle était artiste, elle était donc peintre et ils ont pendant des années travaillé jusqu'à sa mort jusqu'en 1924 à en faire un petit havre de paix aristocratique avec évidemment le plus beau mobilier, les plus beaux planchers en noyer, les bois à mettre leur monogramme sur des vitraux, sur la clé de voûte, voilà. Et ce couple aujourd'hui, donc, Sharon et Jacques, heureux, voilà, ont fait de ce château un lieu d'accueil, des chambres d'hôtes. Il y en a 9. Vous allez vous transformer en Lorena Martin. Je me transforme en Lorena Martin, voilà. Et donc, il vous accueille dans cet univers. Alors, un univers, ils sont complètement... Ils sont habités par ce lieu, puisque même Jacques me disait que ils avaient l'impression qu'il y avait encore des âmes, des esprits qui vivaient là. Ils auraient entendu lors d'une visite même de la musique qui sortait de la tour à 2-3 reprises. Ils ont entendu des voix, mais bon, ils n'ont pas cherché à aller plus loin, à aller appeler un biogéologue pour voir si éventuellement il y avait des ondes ou pas. Mais enfin, ils sont complètement empreints par cette atmosphère quand même. Et puis, du ils font château. vivre la maison. On parlait du spectacle historique tout à l'heure avec Jacques-Olivier Boudon. Il y a du théâtre, des concerts, des visites guidées, mais alors version 19e version siècle. 19e, des ateliers culinaires où il se base évidemment sur les spécialités de la région. C'est un chef qui connaît très très bien les plantes sauvages et donc ils vont utiliser le mélèze, l'aubépine dans tous leurs plats. Et puis ils organisent aussi des chasses au trésor pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et le but, c'est retrouver la croix enterrée, la réplique d'une croix enterrée. En fait, c'est un clin d'œil, une véritable histoire. À une époque, le château est habité par des protestants et le père était protestant, le fils était catholique. Le père a fait brûler l'abbaye de Boscodon qui est à 7 km et le fils, en fait, pour laver l'honneur de la famille, a offert une croix. Et donc, le but, c'est de trouver la réplique de la croix qui est cachée. J'imagine qu'on peut voir quelques lames du plancher de Joachim. Tout à fait. On peut voir quelques lames, oui. Alors, on en verra peut-être d'autres si d'autres sont un jour exhumés. Habituellement, c'est quand on trouve un beau tableau de Poussin ou un décor signé Ingres que c'est ce qui fait venir le public. Ben là, ce sont des lames de plancher. Des lames de plancher, qu'est-ce que vous voulez, c'est formidable. Merci beaucoup, chère Vanessa. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et ça n'est pas très loin du château de Picontal que Lorena Martin nous a déniché une autre maison d'hôte. Oui, une maison, la maison Sim, qui se situe à une vingtaine de minutes en voiture du château de Picontal. C'est une nouvelle maison d'hôte et restaurant qui se situe dans le village des Ors. On est face à la station de ski et les propriétaires, Sandrine et Xavier Le Charny, ont ouvert cette maison en mai dernier. Elle se situe dans un authentique village de montagne, encore assez traditionnel. Il y a encore des éleveurs, quelques fermes et c'est l'une des plus belles vallées du pays de Serponçon. Et la maison Sim, c'est un ancien gîte d'étape qui a été transformé donc en maison d'hôte assez contemporaine pour laquelle j'ai eu un véritable vue. Alors là, j'ai vu les photos, c'est incroyable. Oui, une vue magnifique, imprenable sur toute la vallée et les montagnes environneantes. C'est vraiment un petit havre de paix. Et ça ressemble à quoi la déco? C'est vraiment, alors la déco, c'est assez épuré, scandinave. Il y a beaucoup de bois, de lin, des peintures dans les tons de chanvre, bleu pétrole, jaune tournesol, des teintes assez naturelles aussi. Et je vous avoue que se réveiller en voyant le coucher de soleil ou le lever du soleil sur les sommets des Ors. Non, se lever avec le lever du soleil. Ça peut vous arriver. Mais elle se couche très tard. Faites ce que vous voulez en même temps. Mais... Pas du tout. En voyant le soleil se lever, c'est assez magnifique. Et donc, ils ont 5 chambres suites qui disposent chacune d'un espace salon avec terrasse ou balcon. Il n'y a pas de télé. Donc, le seul écran, on va dire que ce sont les montagnes. Bravo. Donc, avec salon, avec cheminée, des jardins en terrasse pour prendre le petit déjeuner. C'est vraiment très agréable. Et ils font aussi table d'hôte avec donc le Xavier Le Charny qui en est le chef, avec un menu découverte au gré des saisons avec des produits du marché, des produits locaux et biologiques. Merci beaucoup Lorena. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.